Bonjour à toutes et à tous. Je fais ce petit film pour faire une petite récapitulation de ce qui a été fait finalement cette année, mais cette année, disons, ce qui a été fait, on va dire, depuis le confinement en fait, hein, donc c'est-à-dire tous les cours qui ont été donnés à distance, soit par Zoom quand on pouvait encore se voir de manière un peu directe, ou alors après coup, hein, quand les cours ont recommencé au gymnase et que moi, j'ai pas pu venir. Donc, du coup, je vous envoyais des vidéos et des choses à lire, hein. Alors, à l'époque du confinement, du début du confinement, c'est-à-dire aux alentours de mi-mars, euh, heureusement, on avait fait un test sur le chapitre de la chaleur sur la première partie, hein. Alors, je vous récapitule un petit peu ce qu'on avait fait. On avait vu tout d'abord les notions de température et de chaleur dans ce cours ici. Et puis ensuite, je vous avais expliqué les différentes échelles de température, en particulier l'échelle des degrés Celsius et des degrés Kelvin, avec la définition de ce qu'on appelle le zéro absolu. Et puis ensuite, j'avais attaqué le chapitre sur la dilatation et la contraction. Tout d'abord, je vous avais expliqué quelle était l'origine, du point de vue de la physique, de la dilatation ou de la contraction des matériaux. Et puis, on avait parlé de deux cas particuliers, la dilatation qu'on appelle linéique, hein, c'est au bas de la page 4 ici, hein, de votre cours. Dilatation linéique, c'est quand on a une barre, on va dire, hein, qui est relativement longue. Les dimensions de longueur sont beaucoup plus importantes que les dimensions de largeur. Alors en réalité, quand la barre se dilate sous l'effet de la chaleur, ou se contracte d'ailleurs, la contraction et la dilatation, cette variation de dimension s'effectue dans toutes les dimensions, justement, en largeur, en hauteur et en longueur. Mais si un objet type barre est beaucoup plus long que large, eh bien, la dilatation elle est beaucoup plus marquée dans le sens de la longueur. Donc, du coup, on peut négliger le reste. Donc, ça, c'était le chapitre sur la dilatation linéique. Je vous avais expliqué ce que c'était que les coefficients de dilatation linéique. Et puis ensuite, on avait parlé de la dilatation volumique. Donc, c'est un peu le même principe, mais cette fois, c'est quand il y a la dilatation dans tous les sens, hein, pas seulement dans le sens de la longueur. Et donc, ça peut être d'ailleurs applicable sur un métal, sur un liquide, enfin un solide, un liquide ou même un gaz, hein, en fait. Et donc là-dedans apparaît, dans la formule de la dilatation volumique, apparaît un coefficient qui est ce qu'on a, le coefficient gamma ici, hein, qui est ce qu'on appelle le coefficient de dilatation volumique. Et donc ça, on pouvait trouver pour les liquides ou les gaz, on pouvait trouver des tables qui nous permettaient de connaître ces différents coefficients. Ensuite, on est passé à un deuxième chapitre, enfin, un chapitre suivant, je ne sais pas quel numéro c'est, sur ce qu'on appelle la loi des gaz parfaits. Donc, la loi des gaz parfaits, c'est une loi qui, pour un gaz donné, relie sa pression, son volume et sa température par la loi qui est ici entourée en rouge. Et donc, ça, hein, on avait aussi pu étudier ce genre de phénomène. Je ne m'attarde pas là-dessus, hein, puisque ce sont des choses qui ont été vues et même testées d'ailleurs. Et puis ensuite, on est arrivé au chapitre sur la calorimétrie. Alors la calorimétrie, ça veut dire calorimétrie, il y a calor, chaleur, et puis métrie, mesure, hein, en fait. Donc, on a commencé par étudier ce qu'on appelle la relation fondamentale de la calorimétrie, qui permet de calculer l'énergie qu'il faut fournir à une certaine quantité de matière de masse M et qui est caractérisée cette matière par ce qu'on appelle sa chaleur massique, hein, et puis donc déterminer la quantité d'énergie qu'il faut fournir ou qu'on peut retirer lorsque il y a un changement de température de cette masse de matière M. Alors, ça, c'était un premier pas avant d'accéder à un phénomène, un principe physique très important qui est celui qu'on appelle le principe de conservation de l'énergie. Et donc, l'idée, c'était de se dire que si on est dans un système isolé, c'est-à-dire un système dans lequel il n'y a pas d'échange, bon là, en l'occurrence, de chaleur avec l'extérieur, donc pas d'échange, ça veut dire ni perte, ni apport de chaleur avec l'extérieur,
Alors, quand on met deux substances en contact l'une avec l'autre, eh bien, il y en a une des deux qui va absorber de l'énergie, l'autre qui va en céder, et puis les deux vont s'échanger ces énergies parmi, de sorte que la somme est égale à 0. Alors là, on avait fait quelques exercices pour les exercices, on va dire, les plus simples, en fait, qui permettaient donc, qui utilisaient ce principe de conservation de l'énergie pour être résolus. Alors, je vous avais donné un premier exemple, et puis donc ensuite, donc là, c'est à peu près à ce stade qu'on a fait un test. Donc là, pour revenir un petit peu sur les exercices de la chaleur, je peux vous dire plus ou moins de quoi il s'agit, mais quand on regarde les exercices 1 et 2, ici, ce sont des exercices qui sont en lien avec les températures, la notion de chaleur et les échelles de température en Celsius et Kelvin. Et puis ensuite, il y a eu quelques exercices sur la dilatation et la contraction. Alors, ça a commencé à partir de l'exercice 3 et puis ça s'est terminé à l'exercice 16. Donc, il y en a toute une liste là, en fait. Certains sont des exercices conceptuels sur le phénomène dilatation ou contraction. D'autres sont plus spécifiques à la dilatation qu'on appelle linéique. Ce sont les exercices 6, 7, 8, 9. Donc, ça, c'est plutôt des exercices sur la dilatation linéique. Dilatation linéique. Et puis ensuite, on a vu d'autres exercices à partir du 10, donc 10 à 16 en fait, donc c'est à partir de là. Puis un peu plus loin, là, c'est la dilatation volumique. Ou contraction d'ailleurs, volumique. Ça va dans les deux sens. Et puis donc ça, c'était jusqu'à, comme j'ai dit, jusqu'à l'exercice 16. Voilà. Ensuite, à partir donc jusque-là, voilà. Ici, jusqu'au 16 compris. Ensuite, à partir de l'exercice 16, on a fait quelques exercices qui étaient en lien avec un gros chapitre de ce cours, qui était le chapitre sur les gaz parfaits. Et donc là, il y a eu plusieurs exercices, donc à partir du 17 en réalité, jusqu'à, on commence là, 17, et puis ça a fini à l'exercice, d'après ce que j'ai noté, 25. Donc, tout ça, ce sont des exercices qui font appel, voilà, toute la page, en fait, ici, voilà, qui font appel à la loi des gaz parfaits pour être résolus. Donc, encore une fois, le lien entre la pression, le volume et la température d'un gaz. Et puis, donc, ensuite, on est arrivé justement au stade de la calorimétrie. Alors, la calorimétrie, c'est un gros chapitre là-dedans, c'est un gros sujet. Et en fait, au stade où on était arrivé pour la préparation du travail écrit, on en avait fait 4 en fait, de ces exercices, qui étaient ceux que je considérais comme étant les plus faciles, c'est-à-dire l'exercice 26, l'exercice 29, il y avait encore le 30. Donc, ça veut dire que le 27 et le 28, on ne les avait pas vus lors du travail écrit. Désormais, on les a vus, mais on ne les avait pas encore vus. Et puis, le dernier qu'on avait fait pour le TE, c'était le 32. En fait. Voilà, 32 qui se trouve donc à la page 6 ici. Donc ça, c'est tous les exercices qui avaient été faits lorsqu'on se voyait encore au gymnase et donc pour lesquels vous aviez pu travailler, que vous aviez pu étudier, préparer pour le travail écrit. Et puis donc, je ne me rappelle plus exactement ce travail écrit quand il est arrivé, la date exacte, mais disons c'était un petit peu avant le confinement. Et donc, à partir de là, on a commencé à étudier d'autres choses. En fait. Donc, tout d'abord, on a continué sur le principe de conservation de l'énergie. Et puis là, on a fait des exercices qui étaient un peu plus difficiles. C'était les exercices 27, 28 et 31. Donc, ceux-là, ils étaient plus durs. 27, c'est un petit peu avant, voilà. Ceux-là, ils ne faisaient pas partie de la préparation du test. 27, 28, et puis donc le 31 qui se trouve à la page suivante. Donc ça, c'était encore des exercices qui faisaient appel à la calorimétrie et à la conservation, principe de conservation de la chaleur, mais qui n'avaient pas été travaillés pour le test parce que je les considérais comme plus difficiles. Ils auraient été pour un deuxième test, qui finalement n'a jamais eu lieu. Alors ensuite de ça, là, on était dans la période du confinement. Donc, tout ce qui a été fait à partir de là a été fait, on va dire, à distance. Et donc, ce qu'on a étudié, c'est le premier sujet
que j'ai noté, hein, qu'on a étudié, disons, à distance, c'était le sujet sur les états de la matière et les changements d'état. Les états de la matière, il y en a 3 principaux, hein, on reste à 3, le solide, le liquide et le gazeux. Et donc, il y a des échanges, hein, des changements d'état qui peuvent se faire, c'est-à-dire qu'une substance peut passer de solide à liquide, de liquide à gaz, etc. Et puis, donc, ces changements d'état, ils sont décrits dans cette figure, hein, que vous trouvez à la page 17 de votre cours. Alors, on avait étudié ce genre de choses, et puis donc, conjointement à la calorimétrie, eh bien, on avait pu déterminer donc, non seulement l'énergie qu'il fallait pour, quand il y a un échange justement d'énergie dans un calorimètre, par exemple, mais aussi l'énergie nécessaire pour faire fondre ou pour vaporiser, par exemple, un liquide, donc pour changer d'état. Et cette énergie-là, elle est donnée par cette formule Q égale M fois L. M, c'est la quantité de matière, justement, dont on veut changer l'état. Et L, c'est ce qu'on appelle le coefficient, la chaleur latente, en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle la chaleur latente, soit de fusion, soit de vaporisation. Et quand on passe de solide à liquide, on parle de fusion, mais quand on passe de liquide à solide, ce n'est pas la fusion, c'est la solidification, mais on utilise aussi le même coefficient, hein, la même chaleur latente. Hein. Idem, quand on passe de liquide à gaz, hein, c'est en fait les couples qu'il y a ici. Hein, ces couples-là, on utilise le même coefficient ici et là, que ce soit à l'aller ou au retour. Enfin bon, tout ça, c'est des choses qu'on a vues. Et donc, on a pu, vous avez fait quelques exercices là-dessus, je crois que j'ai tout dit hein, par rapport à ça. Voilà, là, il y avait un exemple, et puis ça s'est arrêté là. Voilà. Donc, ensuite, il y a eu quelques exercices qui ont été faits sur les changements d'état, et là, il y en avait 4. En réalité, là, c'est quand même un niveau un peu plus complexe, hein, j'en conviens tout à fait. Donc, c'est les exercices 33, 34, 35, 36. Donc, voilà, c'est les exercices du bas de la page 6. C'est des exercices qui font intervenir les changements d'état. Alors, ce que je n'ai pas dit d'ailleurs par rapport à la calorimétrie, c'est que aussi juste avant le confinement, non seulement il y a eu le test, mais aussi il y avait eu le TP. Hein, donc ça, c'était pas mal ce qu'on a fait. Enfin, on ne pouvait pas deviner, hein, mais il se trouve que du point de vue du timing, on aurait pu faire pire. Hein, donc, je suis assez content que ça se soit déroulé comme ça, parce que finalement, sur ce sujet, j'ai quand même pu vous fournir une note sur un TP de calorimétrie et une note de test, hein, en fait. Alors ensuite, le dernier sujet de théorique, hein, on va dire, du cours, eh bien, ça s'intitule « Propagation de la chaleur ou transfert thermique ». Donc, il y a 3 types trois moyens pour transférer de la chaleur. Il y a le moyen qu'on appelle la conduction, qui s'effectue par contact en général entre 2 solides ou un liquide et un solide. Il y a la convection qui s'effectue uniquement à l'intérieur des fluides, donc soit dans les gaz, soit dans les liquides. Et puis, il y a le rayonnement, qui est donc des ondes, en quelque sorte, qui sont émises et qui permettent donc de transférer de la chaleur. Celui qui capte, qui réceptionne, qui absorbe ces ondes, va récupérer de la chaleur. Alors, je ne reviens pas évidemment sur tout ce qu'on a fait, hein, en tout cas pas dans cette vidéo. Et puis, donc, on a vu ces 3 types de transfert d'énergie dans la théorie qui s'étend jusqu'à la page 24 avec un exemple, hein, avec une casserole qui fait intervenir un petit peu les 3 méthodes, enfin les 3 types de transfert d'énergie, hein, où il y a par exemple la conduction qui permet de chauffer, on va dire, l'eau qui est en contact avec les parois de la casserole, donc ça c'est de la conduction. Puis ensuite l'eau qui est chauffée va chauffer l'eau qui est encore un peu plus froide à l'intérieur de la casserole par la convection. Et puis on voyait aussi apparaître le phénomène de conduction sur le manche, hein, en fait ici, c'est pour ça qu'en général les manches sont en liège ou en plastique, et s'ils ne le sont pas, il vaut mieux prendre une pâte ou un petit linge, hein, pour éviter de se brûler. Et puis le dernier transfert d'énergie, ben, c'était plutôt perdu, hein, en l'occurrence ici, si on met une casserole sur une flamme,
eh bien, la flamme va émettre de la lumière. Hein. Donc, dans cette lumière, il y a de l'énergie thermique qui est transférée sous la forme de rayonnement. Hein. Ça se dit radiation en anglais. Hein. Ici, il faut comprendre ces termes-là comme étant en anglais dans cet exemple. Alors, les exercices qui sont en lien avec les transferts thermiques, eh bien, sont des exercices, donc c'est tous les exercices à partir du 37. Donc là, il y en a un paquet, hein, il y en a beaucoup, mais ce sont des exercices quasi sans calcul, hein, si je me rappelle bien, c'est plus des exercices pour expliquer les phénomènes, hein, donc ça part de l'exercice 37, et d'après ce que j'ai noté, ça va jusqu'à l'exercice 48, c'est-à-dire jusqu'au dernier, qui se trouve donc à la page 8 hein, du cours, même peut-être page 10 en réalité, ouais, voilà. Donc, tous ces derniers exercices portent sur les transferts d'énergie, transferts thermiques. Voilà. Et puis, donc, tout ça, ce sont des choses qu'on a fait par Zoom, en réalité. Hein. Tout a été fait à distance, en fait. Hein. Donc, ça veut dire qu'on ne les a pas testés, que, sauf indication contraire, d'ici à la rentrée. Donc, pour l'instant, je n'ai rien reçu. Hein, je ne peux pas vous dire exactement comment ça va se passer. Mais si je n'ai pas d'indication qui m'interdit de le faire, je prévois bien entendu de reprendre ça à la rentrée en août, hein, donc quand vous serez en 3e année, de reprendre ce sujet là où on l'avait laissé en présentiel, en classe, hein, c'est-à-dire grosso modo au chapitre du principe de conservation de l'énergie, pardon, c'est là que je vais revenir en fait dans celui-là, principe de conservation de l'énergie, ici, là, hein, donc reprendre un petit peu ce chapitre, j'arrive pas à retrouver, il est où ce machin? Il est, voilà, il est ici, donc à partir, on va dire, c'est des choses qui avaient été vues pour le test, hein, donc on va reprendre ça à partir de la page 12, et puis ensuite, bien entendu, surtout les changements d'état. Donc ça, on va reprendre. Changement d'état, état de la matière, et puis finalement propagation de la chaleur, transfert thermique. Donc ça va être récapitulé, révisé en début de 3e année. Donc ne vous débarrassez pas de vos documents, hein, ni de vos corrigés, ni des séries d'exercices, ni du cours même. Je referai un petit récapitulatif de tout ça dans les premières semaines de cours. Et puis, donc, assez rapidement, je pense que je ferai un test, en fait, sur ce sujet en 3e année. Peut-être même que je ferai encore un TP là-dessus. Hein. Ça, il faudra voir. Vu qu'il y aura beaucoup de boulot en 3e année à cause du fait qu'il y a quand même un programme de 3e qu'on va quand même essayer de respecter et qu'il y a aussi les choses de 2e qui vont devoir être répétées à cause justement de ce qu'on vient de vivre, hein, des mois qu'on a vécu, peut-être qu'on va un petit peu faire l'impasse sur certains TP. Hein. Donc, on verra. Ça, c'est de la musique d'avenir. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ce sujet qui n'a pas été testé, pour moi, en tout cas, tant qu'on n'a pas reçu d'indication comme quoi on ne va pas vous tester, eh bien, pour moi, j'ai prévu de le faire. Hein. Attendez-vous à ce qu'il y ait un test dans les premiers temps de la rentrée, quoi, grosso modo. Alors, je ne peux pas vous dire exactement combien de temps, on se mettra d'accord sur tout ça à la rentrée. Donc ça, c'était pour le chapitre sur la chaleur. Et puis donc ensuite, on a attaqué un 2e chapitre qui, lui, a été fait que de manière à distance, en fait, hein, que en télétravail, qui est le chapitre qui s'appelle pression et hydrostatique. Alors, ce chapitre, c'est celui sur lequel on vient de finir, plus ou moins, hein, disons-nous, à ce stade. Donc, là encore, hein, un petit rappel de ce qui a été vu. Donc, j'ai commencé par vous parler de la notion de pression, donc la définition de la pression. Qu'est-ce que c'est qu'une pression? Une pression, dans sa définition, c'est le rapport entre une force exercée sur une surface et justement cette surface. Hein. Donc, c'est la pression, c'est la force divisée par la surface. Et puis, donc là, on a fait quelques exercices qui faisaient intervenir cette notion. Puis ensuite, je vous ai parlé de la pression dans les fluides, c'est-à-dire dans les liquides et dans les gaz. Hein. Par exemple, quand vous allez nager à la piscine ou dans le lac, vous sentez, si vous allez à une certaine profondeur, de la pression dans vos oreilles. Alors, cette pression, elle est donnée par une formule qui découle finalement de la définition de la pression, qui est encore une fois la force sur la surface. Et cette formule, c'est ρGH. Rho, c'est la masse volumique du fluide en question, et puis H,
c'est la hauteur de fluide qu'il y a en dessus de l'endroit où on mesure cette pression. Donc, on a vu ça. Ensuite, j'ai parlé de la pression d'un fluide en particulier, qui est l'air, en fait, hein, qui nous entoure. C'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Je vous ai dit que la pression atmosphérique, elle dépendait de beaucoup de facteurs, mais principalement de 2 facteurs. Un qui était l'altitude. La pression atmosphérique a tendance à diminuer avec l'altitude. C'est ce que j'ai expliqué dans ce schéma ici. Et puis, l'autre phénomène, c'est qu'en fait, la pression atmosphérique, elle dépend de son contenu, c'est-à-dire de sa composition, hein, en vapeur d'eau principalement. C'est ce qui est à peu près expliqué. J'arrive pas à retrouver. Voilà, ici. Voilà, ici. Donc, ça dépend de la concentration de vapeur d'eau, des divers gaz, mais c'est surtout la vapeur d'eau qui change, hein, en fait, en fonction du taux d'humidité. Donc là, ça va avoir une influence sur la pression atmosphérique. Alors ensuite, je vous ai parlé de quelques implications en termes de météorologie, hein, de la pression atmosphérique. Il se trouve qu'il y a une valeur qu'on appelle la valeur de référence 1 atmosphère qui est égale à 101 325 pascal. Et que donc, que la pression atmosphérique qu'on mesure, c'est une valeur qui varie autour de cette valeur-là. Hein. Donc, elle peut être un peu plus grande, elle peut être un peu plus petite, mais c'est grosso modo cet ordre de grandeur-là. Et quand elle est un peu plus grande, on parle... quand on est un peu plus petite, d'abord, on parle d'une zone de dépression qui est, je vous rappelle, annonciatrice plutôt de mauvais temps. Et puis, si au contraire, la pression atmosphérique elle est mesurée un petit peu plus grande que cette valeur, eh bien, on parle d'un anticyclone et dans ce cas-là, il fait une zone de beau temps. Pour mesurer la pression atmosphérique, on utilise un appareil qu'on appelle un baromètre. Et je vous ai expliqué le principe de fonctionnement du baromètre à mercure qui est le premier, hein, qui a été inventé en fait par un physicien qui s'appelait Torricelli et qui a donc inventé ce baromètre à mercure pour mesurer la pression atmosphérique après avoir quand même mis en évidence le fait qu'il y avait une pression atmosphérique. Hein. Ça, c'était non plus pas quelque chose de forcément inné, de forcément facile à faire admettre aux gens, puisque donc la pression atmosphérique, on ne la ressent pas en fait, hein, on la subit sans vraiment s'en rendre compte. Hein. Donc là, il a fallu effectivement une prouesse scientifique de la part de Torricelli pour mettre en évidence la présence d'une pression atmosphérique. Ensuite, on a parlé de différentes unités de mesure de la pression. Je vous ai expliqué que la ventouse utilisait justement la pression atmosphérique pour être plaquée contre les murs. Donc, si une ventouse tient contre un mur, c'est parce qu'elle est tenue par la pression atmosphérique. Donc, pour qu'elle fonctionne bien, il faut évidemment une différence de pression entre l'intérieur de la ventouse, qui doit être en réalité vide, et l'extérieur de la ventouse, qui est la pression atmosphérique qui va appuyer sur cette ventouse. Enfin voilà, je vous ai expliqué ce phénomène-là. Et puis ensuite, on a changé un petit peu de sujet. On a parlé du dernier sujet, qui est la poussée d'Archimède. Alors, la poussée d'Archimède, je vous rappelle que l'idée de la poussée d'Archimède, c'est qu'en fait, quand vous avez un objet qui se trouve, par exemple, dans de l'eau, eh bien, sa partie supérieure subit une pression qui est plus petite que la partie inférieure, parce que justement, la partie inférieure est plus profonde, donc il y a plus de pression. Donc la pression, elle a tendance à remonter, à faire remonter l'eau ici, et donc, comme ça pousse plus sur la partie du bas que sur la partie du haut, globalement, il y a une force, on va dire, qui pousse verticalement vers le haut, qui est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc, je vous ai présenté l'origine, d'où elle sort, cette poussée d'Archimède. Je vous ai expliqué un peu dans les détails d'où elle venait. Et puis, je vous ai donné la formule sans vous expliquer le développement de cette formule, mais développement qui est néanmoins à disposition dans votre cours. C'est facultatif, si ça vous intéresse, vous pouvez y regarder. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la poussée d'Archimède, elle dépend du volume immergé de l'objet, donc le volume qui est à l'intérieur du fluide, et il dépend de la masse volumique du fluide. Donc, c'est pour ça qu'on sent beaucoup plus la poussée d'Archimède quand on est dans de l'eau, que quand on est dans de l'air, parce que dans l'eau, c'est plus de 1000 fois, c'est environ 1000 fois plus, la masse volumique est 1000 fois plus grande en fait que dans l'air. Enfin bref, je vous ai parlé de ça, et puis ensuite, on a étudié diverses situations en fonction de ce qu'on appelle le poids apparent qui est défini comme la différence entre le poids qui tire contre le bas
et la poussée d'Archimède qui pousse vers le haut. Et donc, en fonction du résultat du poids apparent, on peut déterminer si un objet aura plutôt tendance à couler ou plutôt tendance à remonter à la surface. Donc, je ne reviens pas sur toutes ces conclusions. Hein, c'est ce que vous avez aux pages, disons, 12, 13, ainsi que 14. Voilà. Donc, on a fait aussi quelques exercices là-dessus. Et puis, donc, le tout dernier chapitre qu'on a étudié, c'est ce qu'on appelle la partie émergente de l'iceberg. Donc, comme vous le savez probablement, vous le savez maintenant, hein, en tout cas, quand vous avez un morceau de glace, par exemple un iceberg, vous pouvez faire la même chose avec un glaçon que vous le mettez dans de l'eau, eh bien, ce morceau de glace va flotter. Donc, la question consistait à déterminer quelle était la partie qui est immergée, quelle était la proportion du volume immergé par rapport au volume total du glaçon. Donc pour ça, on a fait un petit développement en considérant que si ce glaçon flotte, eh bien, c'est que le poids et la poussée d'Archimède se compensent. Et donc, on a écrit le poids et la poussée d'Archimède de différentes façons. Et à la fin, on est arrivé au fait que la proportion du volume immergé par rapport au volume total était de l'ordre de 90%. On a fait des calculs, on avait trouvé 91,7%, mais disons, on peut approximer un peu ce résultat et dire qu'en réalité, il y a 90% qui est immergé. Donc, s'il y a 90% qui est immergé, ça veut dire qu'un glaçon qui flotte, eh bien, on en voit que la partie émergente, c'est-à-dire que le reste, c'est-à-dire 10%, hein, qu'il y a en fait 9 fois plus qui est sous l'eau, comme on peut le voir dans cette jolie petite figure de synthèse. Donc ce chapitre, on l'a vu en entier. Du point de vue théorique, il n'y a plus rien à faire. Hein, je veux dire, il n'y a plus qu'à faire des récapitulations. Donc ça aussi, ce sera fait à la rentrée. Après le chapitre sur la chaleur, il faudra faire aussi un récapitulatif de ce chapitre-là sur donc la pression et l'hydrostatique. Et puis en termes d'exercices, ben là, on les a presque tous faits aussi hein, là-dedans. Mais encore une fois, presque. Hein. Donc maintenant, si je prends mon petit listing, donc tout d'abord, on a vu les exercices qui étaient relatifs à la formule, à la définition P égale F sur S. Donc, tout simplement appliquer ça. Donc, il s'agit des exercices 1 jusqu'à l'exercice 11. Donc, c'est exercice 1 à 11. En fait, on les a tous faits sauf un, qui est le 10. Voilà. Donc, celui-là, peut-être qu'on pourra le faire à la rentrée, hein, en plus de faire une récapitulation, de faire un petit entraînement avec quelques exercices que je ne vous avais pas demandé de faire dans cette série parce que je les estime un petit peu plus difficiles que les autres. Donc, une fois qu'on aura fait toutes ces récapitulations, pour un petit entraînement supplémentaire, vous pourrez faire encore l'exercice 10. Ensuite, à partir de l'exercice 12, eh bien là, on parle de la pression dans les fluides. Donc, la pression dans les fluides, je vous rappelle, la formule principale, c'est ρGH. Donc là, il s'agit des exercices 12 jusqu'à 20. Donc là, on en a fait plusieurs. 12 jusqu'à 20, on les a tous faits. Non, on n'a pas fait le 17. Voilà, donc exercice 12 à 20. Puis là encore, le 17, on ne l'a pas fait. Bon, celui-là, je ne sais pas si vraiment il est intéressant. Là-dedans, je dois quand même vous dire que le 12, le 13, le 14, le 16 et le 18 ont été faits via Zoom. Et puis ensuite, il y a eu le retour au gymnase. Et en fait, moi, je suis le seul à ne pas être... Enfin, j'en sais rien si je suis seul, mais en tout cas, moi, je n'y suis pas allé. Donc, le 15, le 19 et le 20, ce sont des exercices que j'ai faits en vidéo. Et parfois, je comptais sur vous pour que vous alliez les consulter, hein, ces vidéos, et enfin, de ce fait, comprendre les corrections. Alors, il y en a un qui est très intéressant hein, parmi tous ces exercices, c'est l'exercice... Alors, c'est où le 19 ou le 20? Non, c'est le 20, voilà. C'est cet exercice 20, puisque dans ce chapitre sur la pression et l'hydrostatique, il y a assez peu de TP qu'on peut faire, mais il y a ce TP sur l'exercice 20. Donc, celui-là, je pense quand même, vu qu'on a fait que ce chapitre, il a été traité uniquement en télétravail, très probablement qu'on fera cet exercice 20 sous la forme d'un TP. Ça, c'est quand même très probable. Hein. S'il y a certains TP que je dois faire, eh bien, probablement que ce sera celui-ci, l'exercice 20. Un petit peu remanié.
Et puis donc ensuite, le dernier sujet consistait à traiter de la poussée d'Archimède. Donc là, la poussée d'Archimède, ce sont tous les exercices 21 jusqu'à la fin. Donc, poussée d'Archimède. Alors là, d'après ce que j'ai noté, on a fait les exercices, donc ça va de 21 à 28. Voilà. On ne les a pas tous faits. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est 21, 22, et puis ensuite, 23, 24, 25, 26. Donc, on en a quand même fait pas mal. 23, ça c'est bon. 23, c'est bon. Ensuite, on a fait 24. Et puis, si je vais encore plus loin, on a fait 25. Et puis, 26. Voilà. Alors, il y en a un qu'on a laissé de côté. C'est le 27. Celui-là, on ne l'a pas fait. Donc, celui-ci, quand on sera au stade de la récapitulation l'année prochaine, eh bien, on le fera à faire en troisième, le 27. Et puis, encore le dernier, le 28. Idem, à faire en troisième. Donc, en troisième année, là encore, ce chapitre pression hydrostatique, il ne faut pas vous débarrasser de ces feuilles. De toute façon, vous n'avez aucun intérêt à le faire parce qu'il y a quand même un examen, je vous rappelle, en troisième année, à la fin de troisième, en oral. Donc, on reprendra très certainement d'abord la fin du chapitre sur la calorimétrie. Il y aura un test et ensuite on reprendra le chapitre qu'on a vu uniquement en télétravail, exclusivement en télétravail, qui est celui-ci, le chapitre sur la pression et l'hydrostatique. On tâchera de revoir, mais de manière un peu plus rapide, évidemment. On ne pourra pas refaire tout bien dans le détail, puisque justement, j'ai déjà tout fait par vidéo. Donc là, il va falloir il faudra que vous fassiez ces exercices par vous-même. Et puis donc les nouveaux, encore une fois, ceux qu'on n'a pas du tout fait, les exercices, donc je rappelle 27 et 28, qui seront là pour appuyer un petit peu plus dans la difficulté, ce qu'on a vu sur la poussée d'Archimède. Et donc là, sur ce sujet, il y aura en plus un TP, et puis on fera aussi un test. J'espère que tout ça, ce sera fait d'ici, je ne sais pas moi, peut-être fin octobre. Si on fait ça, disons à Noël, quoi, maximum. Quoi. Non, mais Noël, c'est un petit peu beaucoup. Disons fin novembre, je ne sais pas. On verra bien comment ça évolue. Ça dépendra aussi des questions que vous avez. Et puis, finalement, peut-être qu'on aura des informations qui nous diront que les sujets qui ont été vus en deuxième, eh bien, ils doivent être écartés, je ne sais pas. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est faire un petit récapitulatif de tout ce qui a été vu. Vous insistez sur le fait qu'il faut vous attendre à ce qu'on reprenne ces sujets et qu'on fasse un test là-dessus. Et puis, sinon, moi, je vous souhaite évidemment de passer de bonnes vacances. J'espère que ces vacances se passeront bien pour vous. Normalement, les vacances, ça se passe bien, donc je ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Et je vous dis de vive voix, prenez soin de vous et puis donc rendez-vous au mois d'août. Voilà pour ce petit récapitulatif. Allez, au revoir.